Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un véritable chef-d'œuvre du 19e siècle, mais attention, on ne va pas l'aborder comme un simple classique de la littérature. En fait, ce livre a été pensé, conçu et utilisé comme une véritable arme politique. Une arme redoutable, forgée sur mesure pour ébranler la justice de son époque. On va décortiquer ensemble la stratégie de Victor Hugo et voir comment son célèbre roman, Le dernier jour d'un condamné, a littéralement bouleversé le débat sur la peine de mort. C'est parti ? Première étape de notre analyse, le crime restait mystère. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne cette arme littéraire, il faut se poser la question qui brûle les lèvres de tous les lecteurs en ouvrant ce livre. Quel est le crime du condamné ? C'est la réaction humaine la plus basique, n'est-ce pas ? On commence la lecture, on sait que le personnage principal va être exécuté, et on s'attend logiquement à découvrir les détails sordides d'un meurtre, d'une trahison ou d'un acte terrible. On a terriblement envie de savoir ce que cet homme a bien pu faire pour atterrir dans le couloir de la mort. Eh bien, voici la vérité assez incroyable de ce texte. On ne le saura jamais. Le livre n'en dit strictement rien, pas un seul mot. Et il faut bien comprendre que ce n'est absolument pas un oubli de l'auteur ou un trou dans le scénario. C'est en réalité le cœur même, le moteur principal de toute la stratégie de Victor Hugo. Mais pourquoi avoir fait ce choix ? C'est là qu'on voit à quel point Hugo avait cerné la psychologie humaine. Si le livre nous expliquait que cet homme avait commis une atrocité, le premier réflexe de n'importe qui serait de le juger. On se dirait tout simplement « il l'a mérité » et là on créerait une distance émotionnelle instantanée avec le personnage. En cachant délibérément le crime, Hugo nous bloque cet échappatoire. Il nous empêche de le juger sur ses actes passés et nous force à regarder la réalité en face, ici et maintenant. La souffrance humaine pure, absolue, et la torture psychologique de quelqu'un qui attend de mourir. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, une arme déguisée en fiction. Pour comprendre la mécanique de ce piège, il faut définir un terme littéraire absolument central, le roman à thèse. Qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, c'est tout l'inverse d'un livre écrit pour le simple divertissement. C'est un roman conçu dans un seul but, défendre une idée précise. Et dans notre cas, cette idée, c'est que la peine de mort doit être abolie. Absolument tout dans ce livre est calibré pour servir cet objectif. Le choix de faire parler un condamné à la première personne, la temporalité sous forme d'un compte à rebours angoissant, l'écriture qui se fragmente au fur et à mesure que l'exécution approche. C'est littéralement une machine argumentative implacable qui prend l'apparence d'une fiction. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que ce texte est un incontournable des programmes au collège. C'est l'exemple parfait pour décortiquer ce qu'est l'argumentation ou la littérature engagée dans le débat public. Il faut bien se rendre compte de l'efficacité du format. C'est un journal intime, ultra intense, qui fait moins de 150 pages. Ça en fait un outil pédagogique redoutable pour montrer concrètement comment des mots couchés sur du papier peuvent se transformer en véritables actes politiques. Passons maintenant à notre troisième point, l'approche de Claude Gueux. Quelques années plus tard, Victor Hugo va lancer la deuxième phase de son offensive littéraire. D'un côté, on vient de le voir, il y a le dernier jour d'un condamné qui parie à 100% sur l'émotion pure, l'anonymat et l'universalité. Mais en 1834, il publie un autre texte majeur, Claude Gueux. Et là, la stratégie est radicalement différente. C'est l'histoire vraie d'un meurtre en prison, on a un réalisme social très sombre, le personnage a un nom, une histoire, et son crime est clairement expliqué. Ces deux œuvres ne s'opposent pas du tout. Au contraire, elles forment les deux mâchoires d'un même piège pour coincer les partisans de la peine capitale. Avec Claude Gueux, on monte d'un cran. La critique devient systémique. Le message de Hugo devient clair comme de l'eau de roche. C'est la misère et l'injustice sociale qui fabriquent les criminels. Le texte nous montre que le système pénitentiaire lui-même, par sa cruauté et ses défaillances, pousse les individus à la faute. En résumé, la justice finit par exécuter les monstres qu'elle a elle-même contribué à créer. C'est un renversement d'argumentation absolument brillant. Voyons enfin notre dernière partie, l'héritage de l'abolition. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est l'incroyable persévérance derrière ce combat. L'abolition ne s'est évidemment pas faite en un jour, juste après la sortie d'un roman. C'est l'œuvre de toute une vie. On parle de plus de 50 années de lutte acharnée. Des romans, des discours passionnés à l'Assemblée, des tribunes. Pendant un demi-siècle, Victor Hugo a creusé son sillon. Et c'est ce travail de fond colossal qui a progressivement transformé la conscience politique française pour finalement aboutir à une date historique bien plus récente, le 9 octobre 1981. Et le lien entre cette littérature engagée et la réalité politique de 1981 est incroyablement direct. Quand Robert Badinter, le ministre de la Justice de l'époque, monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre la loi abolissant la peine de mort, il ne se contente pas de présenter des arguments juridiques. Il cite explicitement Victor Hugo. C'est un moment absolument saisissant. Des mots écrits comme des armes de papier plus d'un siècle plus tôt ont fourni l'arsenal moral et philosophique nécessaire pour changer définitivement les lois d'un pays. On arrive à la fin de notre décryptage avec cette conviction absolue qui traversait toute l'œuvre de Hugo, l'idée qu'aucun crime, quel qu'il soit, ne justifie la torture psychologique de l'attente de la mort. C'est la base de tout son combat.
Et ça laisse vraiment matière à réflexion. On peut se demander aujourd'hui encore si une simple œuvre de fiction, quand elle est maniée avec un tel génie, ne reste pas le levier le plus puissant dont on dispose pour bousculer les certitudes et changer profondément la société.